Une nation se mesure aussi à la capacité de son État à protéger les plus fragiles, les plus vulnérables. En Côte d'Ivoire, la protection sociale avance. Elle connaît des réformes importantes depuis plusieurs années. Couverture maladie universelle, régime de travailleurs indépendants, élargissement des dispositifs. Les chantiers, ils sont nombreux. Alors une question s'impose ce soir. Ces avancées transforment-elles réellement la vie des Ivoiriens au quotidien? Ou faut-il accélérer encore davantage? Sur le terrain, quelles sont les attentes des populations? Voilà les questions centrales que nous allons poser ce soir à Maître Adama Camara. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, M. Diaby. Bienvenue sur le plateau de RTI 1 Reçoit. Merci. Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle est donc notre invité ce soir. Et Alafé Ouakili m'accompagne pour ce numéro de RTI 1 Reçoit de ce 21 avril. Bonsoir Alafé. Bonsoir, Mzaya. Bienvenue sur ce plateau. Et vous, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans RTI 1 Reçoit, votre rendez-vous de vérité. Vous pourrez vous aussi poser des questions à Monsieur le ministre. Et pour ça, vous avez deux options. Élément 1, cette tablette numérique que j'ai entre les mains. Scannez juste le code QR au bas de votre poste téléviseur et je recevrai ici vos questions. Puis qui, rassurez-vous, seront posées à Maître Camara. Quelques-unes, en tout cas. Deuxième possibilité, appelez le numéro au bas de l'écran. Et là, la toute belle Bienvenue Kwao vous répond tout de suite pour recueillir vos questions. Première question, justement, Monsieur le ministre. Quel est l'état des lieux de la protection sociale en Côte d'Ivoire? Merci, M. Diaby. La protection sociale dans notre pays, la Côte d'Ivoire, en ce moment est dynamique et en forte progression. Pour preuve, lorsque le président de la République a accédé à la magistrature suprême, il a consenti des cadeaux fiscaux aux retraités du secteur public et du secteur public. En quoi cela a consisté? Avant son avènement à la magistrature suprême, les pensions versées aux retraités dans notre pays, ceux qui avaient 100 000 francs de pension étaient les seuls qui ne payaient pas d'impôts sur leur pension. En 2011, vous savez d'où on venait. Le président de la République a pris cette mesure forte pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités. De 100 000 francs, nous sommes passés à 300 000 francs. Donc le retraité, désormais, qui perçoit 300 000 francs, ne paye aucun impôt sur sa pension de retraite. Celui qui reçoit plus de 300 000 francs, il bénéficie d'un abattement fiscal de 25%. Vous voyez que le retraité, à l'entame de son mandat, a vu son pouvoir d'achat amélioré. Le président de la République ne s'est pas arrêté là. Il a initié de puissantes réformes en 2012. Des réformes qui ont consisté à changer le modèle économique. Et cela est passé par des réformes paramétriques. L'âge de départ à la retraite dans le secteur privé est passé de 55 ans à 60 ans. Dans le secteur public, pour certains, il est passé de 55 ans à 60 ans. Pour d'autres, il est passé de 60 ans à 65 ans. À ces réformes paramétriques, il faut ajouter des réformes non paramétriques qui ont consisté en quoi? L'une des grandes faiblesses des institutions de prévoyance sociale était la gestion. La gestion a été renforcée, leurs statuts ont changé, ils sont devenus des institutions de prévoyance sociale. Mais la chose, ou les choses les plus importantes, les innovations apportées, le panier des instruments de protection sociale existants a augmenté. Il y a eu la couverture maladie universelle, qui est la prise en charge du risque maladie structurellement et qui concerne toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, aussi bien les Ivoiriens que les étrangers. Après la couverture maladie universelle, il y a eu le régime social des travailleurs indépendants. Le régime social des travailleurs indépendants est intervenu pour réparer une injustice.
les travailleurs du secteur public et les travailleurs du secteur privé avaient une assurance retraite. Mais les travailleurs du secteur informel ne bénéficiaient d'aucune assurance, encore moins complémentaire. La réparation de cette injustice a entraîné au passage une petite injustice. Les travailleurs du secteur privé formel qui bénéficiaient du régime de base de solidarité n'ont pas bénéficié de la complémentaire par capitalisation. Après le régime social des travailleurs indépendants, il y a eu la complémentaire par capitalisation qui a été instituée au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire parce que le retour d'analyse du terrain a démontré que la pension au régime de base qu'ils percevaient à la retraite, au maximum, c'était 75% de leur salaire de départ à la retraite. Donc la complémentaire est intervenue pour leur permettre, en effectuant un effort individuel de cotisation, ils pouvaient avoir une seconde pension qui s'ajouterait à la pension qu'ils auraient au titre du régime de base. De sorte que le fonctionnaire et agent de l'État de Côte d'Ivoire qui souscrit à la complémentaire, à la différence de la rémunération qu'il perçoit en activité, son salaire, il a un seul salaire. Quand il sera à la retraite, il va avoir deux salaires, étant entendu que la pension de retraite est l'équivalent du salaire. Après cela, le président de la République, dans sa générosité légendaire, a consenti aux travailleurs en activité et aux travailleurs à la retraite une prime spéciale. Pour les travailleurs en activité, vous avez entendu parler du nom, la prime ado. Pour les retraités, secteur privé, secteur public, il y a la prime spéciale qui est passée d'un tiers à 2 tiers. Cerise sur le gâteau, le travailleur du secteur privé qui n'avait pas les mêmes avantages que les travailleurs du secteur public, il y a beaucoup de réformes qui sont intervenues en 2025, l'année dernière en octobre. Et le beaucoup de retraites, il y a 3 choses importantes qu'il faut retenir. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la pension minimum qui était de 30 000 francs a été doublée pour passer à 60 000 francs. La pension de retraite était plafonnée à 50% du salaire. Le déplafonnement a eu lieu. Maintenant, le travailleur du secteur privé, en fonction de la durée, de son aptitude à vouloir cotiser plus, il peut avoir une pension de retraite qui est équivalente à 100% du revenu qu'il percevait quand il allait. Et troisième élément? Troisième élément, c'est la réparation d'une injustice. Les orphelins. Les orphelins de l'ouvrant droit de la pension publique, il suffit qu'un de ses parents décède pour qu'il bénéficie de la réversion. Alors que dans le cas du secteur privé, on était confronté à quelque chose que nous tous on a connu dans ce pays, la guerre du et et du ou. Le et a été remplacé par le ou, de sorte que le fils du retraité secteur public, quand l'ouvrant droit décède, les deux, le conjoint survivant et les héritiers, automatiquement bénéficient de la réversion, ils se partagent les 50% de la pension. Monsieur le ministre, on va suivre un reportage et on va poursuivre parce que longtemps, la question des retraités a révélé les fragilités du système de protection sociale en Côte d'Ivoire. Avant les réformes engagées depuis 2012, dont monsieur le ministre est en train de parler, beaucoup vivaient sans accompagnement structuré avec des conditions souvent précaires après des années de service. Aujourd'hui, l'État a engagé une profonde transformation du cadre institutionnel et des mécanismes de prévoyance sociale, mais concrètement, comment ces changements ont-ils amélioré la vie des anciens travailleurs? Élément de réponse maintenant avec notre journaliste reporter d'images, Tao F. Bouin. Le bien-être des retraités, une priorité pour les pouvoirs publics. À Mans, dans l'Ouest ivoirien, des difficultés ont longtemps émaillé le quotidien des personnes âgées du fait de l'absence d'agences de prévoyance sociale. Pour toucher les pensions, c'était un peu difficile. Les papiers, c'était aussi compliqué parce qu'il fallait aller jusqu'à Daloa. Et les déplacements nous coûtaient cher. Quand il n'y avait pas la CNPS, vraiment, c'était un calvaire. On souffrait beaucoup. Avec l'inauguration de l'IPSC Grailleux en 2019 et la réouverture de l'IPS-CNPS en 2025, les retraités de cette zone ont vu leurs conditions de vie s'améliorer.
Cette réouverture rentre dans le cadre de la politique générale de proximité de la CNPS. C'est une facilité qui leur est offerte d'avoir les services de la CNPS à proximité, donc ce qui leur permet de gagner en temps, donc en argent, et puis de pouvoir donc introduire leurs demandes le plus facilement possible. Avec l'installation de la CGRAE à Ama, tout est facilité pour nous, retraités. Les bulletins, avant, on allait les chercher jusqu'à Abidjan. Aujourd'hui, tout est en place. Les réunions, nos associations se tiennent là-bas. Et vraiment, retraité à moi, mais moi particulièrement, je suis à l'aise. Il y a des petits-enfants qui sont à ma charge. Et donc, par rapport à cela, on me donne chaque année un prêt à la rentrée. Donc, je suis très content de la prestation de la CGRAE. Nous, les retraités, on est très contents. En quelques années, plusieurs agences de prévoyance sociale ont vu le jour à travers le pays. Et le 4 mars 2022, l'IPS-CGRAE a ouvert sa 12e agence à San Pedro. On peut facilement déposer les dossiers. Quand nous avons quelques soucis, il suffit de se rendre à San Pedro, qui est à côté de Meagui. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau. Cette déconcentration des services fait partie des réformes de la politique nationale de prévoyance sociale menée sous le magistère du président Alassane Ouattara. Autre point majeur, l'augmentation progressive des pensions et des abattements concédés au niveau de l'impôt. Depuis la prise du pouvoir du président de la République, on a vu certaines choses qui ont évolué au niveau de notre pension. C'est-à-dire on a supprimé certains ASU, certains impôts qu'on nous prélevait. Et la cerise sur le gâteau, une prime spéciale instituée en 2024. Nous avons eu un tiers de notre pension. On a eu 2 tiers cette année. Et ça même a été promulgué tout récemment par, l'Assemblée nationale. Nous, avec les 2 tiers de notre salaire aussi, quand le mois approche, c'est la joie, hein? Une joie ressentie aussi au niveau des différentes fêtières des retraités. La tutelle les accompagne constamment, comme en témoigne l'association des veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Les veuves de la CGRAE sont les plus épanouies des veuves. Parce que lorsqu'on tourne le dos, c'est que la CGRAE est là. Et dans plusieurs dimensions, la CGRAE est pour nous, avec nous et pour toujours, vraiment. Tous les compartiments de notre vie. Jusqu'à même souvent le paiement de la scolarité de nos enfants. Quand la CGRAE sait que vraiment la veuve ne peut pas, que l'enfant doit rester dans la rue. Vraiment, la CGRAE, je leur tire mon chapeau. Et justement, pour la sortie de temps des membres de cette fêtière, l'appui conséquent de la CGRAE est salué. C'est pour nous retrouver, nous jouer aussi, nous amuser. C'est bon pour nous, quoi. Les tricots, les confections des t-shirts, chapeaux, tout. C'est la CGRAE. Notre déplacement aussi. Pour revenir ou rentrer à la maison, c'est la CGRAE. Autre amélioration pour le bien-être des retraités ivoiriens, le système sanitaire avec la CEMU, couverture maladie universelle. Cet instrument de protection s'adapte aux risques santé spécifiques à leur âge. Des pathologies telles que le diabète et l'hypertension artérielle sont désormais intégrées au panier de soins. Autre initiative innovante, la création du compendium des compétences des seniors. Ce dispositif vise à recenser, valoriser et mettre à disposition les expertises des retraités. À travers toutes ces réformes, les conditions de vie des retraités de Côte d'Ivoire s'améliorent de jour en jour. Néanmoins, des voix plaident, entre autres, pour une augmentation plus conséquente des différentes pensions, eu égard au coût élevé de la vie et une meilleure prise en charge de la couverture maladie universelle. Merci beaucoup, Ève Boué. Monsieur le ministre, nous sommes suivis en simultané et à la radio et sur les réseaux sociaux et bien entendu sur RTI 1. On vous a écouté longuement tout à l'heure pour l'état des lieux, monsieur le ministre. Vous parlez de progrès en matière de protection sociale, mais beaucoup d'Ivoiriens, monsieur le ministre, beaucoup d'Ivoiriens disent ne pas encore vraiment ressentir les effets. Merci, monsieur Diaby. Au nom du devoir de redevabilité, dont je suis débiteur à ma qualité de ministre en charge de la protection sociale, vous me donnez l'occasion de pouvoir apporter les réponses idoines à ceux qui nous suivent
pour que cette perception, qui n'est pas conforme à la réalité de l'état des lieux, soit derrière nous. Merci donc de me donner cette opportunité. Vous savez, avant la réforme de 2012, réforme majeure voulue par le président de la République, les retraités, les travailleurs, ils allaient à la retraite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains à 55 ans, pour d'autres à 60 ans. Quand on connaît ce qui se passe dans notre pays, quand l'âge de la retraite arrive, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, assez souvent, celui qui doit aller à la retraite fait des démarches pour demander qu'on lui donne 1 an, voire 2 ans, comme si pendant 1 an, 2 ans, il peut rattraper ce qu'il aurait dû faire pendant toute sa carrière. Mais avec la réforme impulsée par le président de la République, c'est déjà une bonne chose. Après ce facteur, avant 2012, le travailleur, son droit imprescriptible, quand il a cotisé, c'était d'avoir sa pension de retraite à la fin du mois. Mais je peux vous assurer, les retraités sont là, ils peuvent vous l'attester. À cette époque-là, c'était chaque 3 mois qu'il percevait sa pension. Il n'avait même pas la certitude de percevoir sa pension, puisque les institutions en charge de la gestion du régime des pensions, que sont la CNPS et la CGRE, étaient quasiment en cessation de paiement. Ils attendaient les subventions de l'État pour pouvoir payer les pensions des valeureux travailleurs de notre pays qui ont contribué à bâtir notre pays. Mais aujourd'hui, comme on dit, le retraité sous le président Alassane Ouattara, son cœur bat plus. Non seulement il perçoit sa retraite, mais il n'a pas besoin de se déplacer pour venir jusqu'à Abidjan pour percevoir sa retraite à la faveur de la décongestion que les 2 institutions de prévoyance sociale ont bien réalisée. Au niveau de la CNPS, il y a aujourd'hui plus de 24 agences sur l'ensemble du territoire national et la CGRAE 15. Ces agences-là suivent le mouvement de la modernité. Elles sont digitalisées. Moi, depuis ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à Guinée, il y a une agence. Mais quand on demande aux retraités de Guinée qui sont à 850 km d'Abidjan, ils vous disent quoi? Dites merci au président de la République. Parce qu'avant, on était obligé d'attendre 6 mois avant de nous rendre à Korogo pour percevoir notre pension. Vous voyez le soulagement que nos retraités connaissent. Mieux, les retraités sous le régime Alassane Ouattara ont une prime spéciale. Chose qui... Ils avaient des difficultés à percevoir leur pension, a fortiori, avoir une prime spéciale. Aujourd'hui, ce retraité-là, sa condition de vie s'est améliorée. Le retraité, avant 2012, mais les compagnies d'assurance maladie les fuyaient. Parce qu'un retraité, il a assez souvent des maladies chroniques, l'hypertension artérielle et le diabète. Mais à la faveur de la couverture maladie universelle, le retraité sous le régime Alassane Ouattara, non seulement il n'est pas fui par les compagnies d'assurance santé, mais c'est l'assurance santé qui va vers lui, puisque d'office, il est affilié à la couverture maladie universelle, dont le panier de soins a été adapté à sa condition. Et sa cotisation, c'est seulement 1 000 francs qu'il paye par mois. Il paye 1 000 francs, quand il tombe malade, il paye le ticket modérateur. Et la caisse qui reçoit mensuellement les 1 000 francs de cotisation paye les 70%. Monsieur Hamza, est-ce qu'on peut dire, dans ces conditions, que le retraité sur le régime Alassane Ouattara, à la différence du retraité sur le régime précédent, vit le même sort? Non, ils ne vivent pas le même sort. Frantz Fanon disait que le bonheur supprime la vieillesse. Et je peux vous dire que le président Ouattara, qui a procuré tant de bonheur aux retraités de la Côte d'Ivoire, ils sont en droit de dire que le bonheur dans lequel ils baignent
supprime leur vieillesse. C'est pourquoi, vous voyez, les retraités, ils sont organisés et ils reçoivent des appuis, aussi bien des IPS que du ministère en charge de la protection sociale. Parce que les retraités sont au cœur de la politique d'inclusion du président de la République que nous mettons en œuvre. C'est cela. Alafé Ouakili, allez-y. Merci, monsieur le ministre, pour vos éléments d'information. Vous avez parlé tout à l'heure de la pension d'orphelin. D'après les chiffres que j'ai consultés, je vois qu'il y avait 200 avant. Et l'an dernier, il y avait environ 1500. Il y a une estimation de 3000 de 5000 à 6000 en l'an 2050. Je voudrais m'assurer que ces chiffres sont exacts et vous demander une analyse. Puisque vous avez cité cette pension d'orphelin, ça signifie que c'est important. L'analyse, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Avant, il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était le « et ». Maintenant, il y a le « ou », mais même dans le « ou », la progression n'est pas forte. Est-ce parce que le niveau de vie est élevé, il y a de moins en moins de travailleurs qui peuvent décéder en chemin? Comment vous analysez ce chiffre-là? Merci, monsieur Alafé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie a augmenté. Un des facteurs bloquants par le passé de l'affiliation des travailleurs du secteur privé ou même informel, leur réticence à payer les cotisations parce qu'ils avaient pour habitude de dire « Ah non, moi je ne veux pas vivre longtemps, donc ça sert à quoi de cotiser? Je travaille à 55 ans, quand je vais à la retraite à 55 ans, mais qu'est-ce qui prouve que je vais vivre longtemps ?» Donc, ils ne cotisaient pas. Mais aujourd'hui, il y a des retraités qui consomment la pension depuis plus de 30 ans, depuis 40 ans. Il y en a dans nos statistiques parce que l'espérance de vie a augmenté. Et cela à mettre au compte de la politique sanitaire déployée par le président de la République pour que dans notre pays, les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, s'ils tombent malades, qu'ils soient bien soignés. Vous voyez le programme sanitaire déployé par mon collègue ministre de la Santé, la modernité de nos établissements sanitaires, la promptitude avec laquelle les usagers malades, quand ils ont recours à nos établissements sanitaires, ils sont bien pris en charge. Tout ça, c'est à l'avantage de notre système de protection sociale. Voir des retraités qui, lorsqu'ils vont à la retraite, ils ne vont pas au mouroir, comme on avait l'habitude de le dire. Il y a une nouvelle vie qu'ils peuvent mener. Tout à l'heure, dans le reportage, vous avez parlé du compendium de compétences. Oui, nos retraités, pour certains, sont de véritables centres professionnels ambulants, pétris de compétences. À 60 ans, il a du bon reste. Et en ce bon reste-là, le président de la République, dans sa vue holistique de l'adressage des questions de protection sociale, a créé le régime social des travailleurs indépendants. Il suffit simplement de travailler et de cotiser pendant 10 ans pour avoir encore une pension de retraite. Est-ce que ce n'est pas beau, ça? Merci. Monsieur le ministre, à vous entendre, la protection sociale au niveau de l'État était inexistante avant 2011. C'est à votre avènement que la protection sociale a vu le jour également, parce qu'avant, l'État ivoirien laissait les familles et les solidarités traditionnelles assumer seules la protection sociale. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre, monsieur le ministre? Non, je n'ai pas dit que la protection sociale était inexistante. La protection sociale était existante dans certains instruments de protection sociale qui eux-mêmes étaient méconnus parce que, ou très peu connus parce que très peu vulgarisés. Mieux, le niveau de prestations au titre de ces différents instruments de protection sociale était bas. Vous aviez le régime de base, aussi bien au niveau de la pension publique que de la pension privée. Vous avez les prestations liées aux prestations familiales. Le niveau était non seulement bas, mais quand je vous ai dit ils allaient à la retraite, ils n'avaient même pas la certitude de percevoir leur pension. Les autres prestations, ils n'avaient même pas la certitude de percevoir le coût des prestations. Et il n'y avait pas, à cette époque-là, une prise en charge du risque santé au plan national. Il y avait des mutuelles, notamment la MUGEFSI,
qui avait une prise en charge qui était limitée exclusivement aux médicaments, où le fonctionnaire et agent de l'État de Côte d'Ivoire ne payait que 30%. Mais avec l'avènement du président de la République, à ces instruments de protection sociale existants, avec des caisses déficitaires soutenues par subvention par l'État, on a créé de nouveaux instruments de protection sociale plus dynamiques. 1, la couverture maladie universelle. 2, le régime social des travailleurs indépendants. 3, la complémentaire par capitalisation instituée au profit des fonctionnaires et agents de l'État. 4, les primes spéciales, aussi bien au niveau des retraités du secteur public que privé que la prime ado. Avec tous ces éléments, quand on voit aujourd'hui que celui qui va à la retraite, son droit fondamental, qui est celui de recevoir sa pension de retraite, c'est le mois qui suit son départ à la retraite qu'il perçoit sa pension. Il n'a plus besoin de venir à Abidjan. Il va dans une agence déconcentrée, qui est la plus proche de son lieu de résidence, pour percevoir ce à quoi légitimement il a droit. Mais ce à quoi il a droit légitimement a été bonifié. Vous prenez la pension du secteur privé. Sur la décennie passée, ça a connu une augmentation de près de 40%, alors que de 2020 à 2012, la seule augmentation auquel les retraités ont eu droit, c'est 2,5%. De 2000 à 2012. De 2000 à 2010 à 2012, est-ce que c'est comparable? Alors que le retraité sous Ouattara, il a connu secteur privé de la décennie passée, il a connu 40% d'augmentation. Et le secteur public, 2,5% d'augmentation. Mais Monsieur le ministre, oui, malgré les dispositifs existants, l'adhésion reste encore faible dans certains segments. Je ne suis pas... Comment vous expliquez ça? Non, je ne suis pas totalement d'avis avec vous. Je vais vous le démontrer par des éléments factuels. Il n'y a pas de réticence? Non, attendez. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de réticence. C'est différent de l'adhésion est faible. On a en face de nous 3 instruments de protection sociale. Vous prenez le fonctionnaire et agent de l'État d'État, le régime de base. Le risque de ne pas avoir d'adhésion est 0, parce qu'ils sont précomptés à la source, à la solde. Vous prenez le régime social des travailleurs indépendants. La population cible, c'était 6 millions de personnes. Ça fait 3 ans que nous parcourons les marchés, les gares routières. On est à 1 600 000 personnes qui ont adhéré au régime social des travailleurs indépendants. Est-ce que vous pensez qu'en 3 années de campagne, sur une population cible de 6 millions, avoir une adhésion à hauteur de 1,6 million, peut-on dire que l'adhésion est faible? Mon souhait aurait été qu'on ait les 6 millions, mais faisant un benchmark avec les autres pays. Vous pensez que ces instruments de protection sociale, qui, pour connaître une adhésion totale, même dans les pays européens, il a fallu plusieurs décennies, voire un demi-siècle, voire même un siècle pour certains, la Sécu. Vous prenez la complémentaire par capitalisation. La population cible, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, 300 000 personnes. Sur ces 300 000 personnes, nous avons 130 000 personnes qui ont adhéré au régime, à la complémentaire par capitalisation. D'accord. C'est pas tout. Vous allez à la couverture maladie universelle. La chose la mieux que le président de la République ait fait pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes à combien de personnes qui sont enrôlées? Une vingtaine de millions. Oh non, vous êtes en retard. Nous sommes aujourd'hui à 24 850 000 personnes qui ont été enrôlées. Même en Europe. Ça ne s'est pas passé aussi vite. Mieux, je viens de Nouakchott. À la suite d'une conférence qui a été organisée par la FAO. La FAO, c'est la faim. La FAO se bat pour qu'il y ait la souveraineté alimentaire. La FAO se bat pour qu'il y ait la sécurité alimentaire. Mais la FAO a demandé que nous venions parler. Pourquoi? Parce que ce que le président de la République a fait pour les planteurs, les producteurs de café cacao qui sont affiliés à la couverture maladie universelle et leurs cotisations payées par leur caisse
La FAO nous a demandé, mais comment cela est possible? J'ai dit oui, ça a été possible en Côte d'Ivoire parce que le président de la République a estimé que celui à qui on demande d'assurer la sécurité alimentaire, mais il faut que lui-même soit sécure. Et pour qu'il soit sécure, il faut que lui, il n'ait pas de problème quand il tombe malade. Et c'est ce message que nous sommes allés passer. Félicitations, Monsieur le ministre, Merci. pour toutes ces adhésions, sauf que le tout n'est pas d'adhérer. Qu'en est-il des cotisations? Écoutez, sur les cotisations, celles des fonctionnaires et agents de l'État, c'est à 100%. Celles du secteur privé formel, c'est dans l'ordre de 65%. La faiblesse, c'est celle des travailleurs du secteur informel. Nous y travaillons pour que nous ayons un taux de recouvrement des cotisations qui avoisine les 60-70%. Pourquoi pas les 100%? Nous sommes à 10%. Mais je vais vous expliquer, des efforts sont faits pour que ces cotisations-là soient payées par les travailleurs du secteur informel. À cet effet, on a lancé ce qu'on a appelé CMU zéro cotisation. Pourquoi on a lancé la CMU zéro cotisation? La Banque mondiale qui nous soutient dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, que je voudrais au passage réitérer ma reconnaissance infinie, parce que leur présence à nos côtés lors des différentes rondes a davantage crédibilisé la couverture maladie universelle. Et ces travailleurs du secteur informel-là, on a convenu que sur une période allant de mai à décembre, ils ne payent pas de cotisation, ils ne payent pas de tickets modérateurs dans les établissements sanitaires de premier contact, les centres ruraux. Mais on a appelé ça dans notre jargon « goûter pouvoir », parce que la CMU par moment est apparue comme l'arlésienne. Beaucoup disaient « oh, cette affaire-là ne va pas marcher ». Mais aujourd'hui, on ne dit pas « elle ne marche pas ». On dit « oui, mais pourquoi on n'a pas ce qu'on doit avoir ?» Mais je voudrais les rassurer. Nous travaillons avec le ministre de la Santé pour que ce pourquoi le président de la République a mis en marche la couverture maladie universelle dans nos pays, à savoir se faire enrôler, payer ses cotisations, quand tu tombes malade et que tu vas à l'hôpital, tu sois pris en charge par le prescripteur. Quand le prescripteur estime que ton état nécessite une analyse, tu fasses l'analyse. Ton état nécessite que tu sois hospitalisé, que tu sois hospitalisé. Si ton état nécessite que tu prennes des médicaments, quand tu vas à la pharmacie, le pharmacien te serve le médicament. On travaille âprement à cela. C'est cela. Alafé Ouakili. Monsieur le ministre, 24 millions d'enrôlés, on serait tenté de vous demander comment vous avez fait, quel a été votre secret. Mais avant ça, je veux revenir sur les retraités. Aujourd'hui, vous avez parlé de 300 à 400 000 fonctionnaires agents de l'État, 1 250 000 travailleurs du privé. Est-ce qu'on a un chiffre, un rapport de retraités actifs, de retraités en vie? Et est-ce qu'à la où les choses vont, avec des retraités heureux, vivant bien, est-ce qu'on ne pourra pas avoir beaucoup de départs à la retraite et une inversion des tendances où on aura plus de retraités que de travailleurs? Non, la Côte d'Ivoire, qui a une population jeune, ce risque, il est maîtrisé. Et vous me donnez l'occasion de lancer véritablement un appel. Le régime fonctionnel aujourd'hui, dont les fruits sont acquis par les retraités, c'est le régime de solidarité, le régime de base. C'est un régime qui est basé sur l'entraide intergénérationnelle. Ceux qui travaillent cotisent pour payer ceux qui sont à la retraite. C'est la raison pour laquelle la bataille que nous devons mener ensemble, vous et nous, pour que le cercle continue d'être vertueux, c'est de convaincre nos travailleurs du secteur informel de s'affilier au régime de retraite créé pour eux, parce que c'est leur avenir. C'est la gestion structurelle des vulnérabilités auxquelles ils ne sauraient se soustraire tant qu'ils sont en vie. Et certaines de ces vulnérabilités sont connues. Leurs termes sont connus, la retraite. La retraite, quand tu es dans le secteur privé, je vous l'ai dit, c'est 60 ans.
que tu le veuilles ou non, avec l'augmentation de l'espérance de vie dans notre politique, dans notre pays, en raison de la politique sanitaire agressive, il va vivre longtemps. Mais il va connaître 60 ans. Quand il va arriver à 60 ans, le président a prévu que quand il arrive à 60 ans, il ne soit pas en situation de vulnérabilité. Et comme je vous l'ai dit encore mieux, à 60 ans, il sera bon pour le service. Il va au RSTI. C'est ça, le RSTI, justement, nous y avons accordé un axe tout entier. Nous allons y venir, mais je vais demander à Bienvenue Kwao, si elle a des questions, qu'elle puisse vous les transmettre, Monsieur le ministre. Vous allez prendre note et ensuite y répondre. Bienvenue Kwao, c'est à vous. Bonsoir Hamza, bonsoir à tous et à toutes. Le téléphone ne cesse de retentir ce soir. Il faut dire que la politique gouvernementale en matière de protection sociale intéresse beaucoup les Ivoiriens. Pour cette première série de questions, nous commençons par Savané Moustapha. Il nous a joint de Abobo, quartier BC. Il dit apprécier les efforts effectués par le ministre. Sa question, le ministre peut-il soumettre au gouvernement la suppression des impôts prélevés sur la pension des retraités? La deuxième question est celle de Raoul Yohou. Il nous a joint de Marcory. Il est retraité. Monsieur Yohou a cotisé pendant plusieurs années à la CNPS, puis a suspendu sa cotisation. Sa question, si jamais il la reprend, est-ce qu'il pourra bénéficier d'une pension de retraité qui tiendra compte de sa première cotisation? La troisième question est celle de Soro Draman. Il est également retraité. Il a une demande particulière. Il demande est-ce que le ministre pourrait intervenir auprès de la CNPS pour la régularisation de la pension de retraite de sa sœur. C'est tout pour cette première vague. D'accord. Monsieur le ministre, ça fait 3 questions. On va en prendre 5 parce que je vais en prendre quand même 2 sur la tablette. Moi, je suis un travailleur indépendant. Combien d'années faut-il? Combien il faut d'années de cotisation pour pouvoir bénéficier? Et quels sont les avantages d'un travailleur indépendant? Alors ça, on va y revenir dans l'axe 2. Et comment comptez-vous renforcer l'accès effectif à la couverture maladie universelle et assurer sa viabilité à long terme pour les populations les plus vulnérables? Je n'ai pas bien entendu. La dernière question. Comment comptez-vous renforcer l'accès effectif à la CMU et assurer sa viabilité à long terme pour les populations vulnérables? Vous avez 1 minute pour toutes ces questions, Monsieur le ministre. Nous sommes pris par le temps. Écoutez, merci, M. Hamza. Oui, c'est une demande, la première question, c'est une demande constante des retraités. La suppression, des impôts sur les pensions de retraite. Donc, comme vous dites que j'ai 1 minute, je peux vous dire que déjà beaucoup de suppressions ont été faites. Vous avez aujourd'hui le retraité de 70 ans, sur sa pension, il ne paye rien d'impôts. Ça, c'est déjà... Donc, c'est un mouvement progressif. La personnalité qui est la plus sensible à cette préoccupation des retraités et qui apporte constamment des réponses positives, c'est le président de la République. Je me ferai fort d'adresser la requête à mon patron direct, le Premier ministre, pour dire qu'à l'issue de l'émission où j'ai été invité, les retraités ont réitéré leur demande de voir supprimer les impôts sur leurs pensions. Qui sera sûr, je vais transmettre la commission. Deuxième question. Celui qui dit la suspension de sa cotisation. Non, dans la computation, quand vous avez suspendu, que vous reprenez, mais le décompte reprend aussitôt. Quand vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas cotisé, on ne peut pas... C'est la raison pour laquelle, si c'est un travail du secteur privé, le numéro CNPS qu'il a, c'est un numéro avec lequel il vit, il meurt avec ce numéro CNPS. Donc il y a une traçabilité et une suivi. Celui qui voudrait la régularisation de la pension de sa soeur, ben écoute, quand j'aurai les éléments, ce qu'il faut faire, c'est mon rôle, ce qu'il faut faire, c'est satisfaire les usagers. Nous sommes là pour eux, donc je suis là pour lui. Quand j'aurai les documents, si c'est la CNPS ou la SIGRAE, les diligences qu'il faudra faire, avec plaisir, je le ferai. Les travailleurs indépendants, durée de la cotisation pour être éligible à une pension, c'est 10 ans. Et tu ne consommes la pension que quand tu as 60 ans. Donc, si tu as 30 ans, que tu as cotisé pendant 10 ans et que tu veux consommer, tu ne peux pas commencer à consommer. Il faut attendre d'avoir 60 ans. Et ce serait bien pour toi si tu as travaillé pendant 10 ans, 20 ans. Il faut continuer jusqu'à tu aies tes 60 ans
en ce moment-là, ta pension sera davantage importante et ce sera bien pour tout le monde. Bon, le renforcement de l'accès effectif à la couverture maladie universelle. Vous savez, je dis chaque fois que je rencontre les hommes de presse que ce que nous devons ensemble réussir, la presse doit informer, doit éduquer. Moi, responsable politique, en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection sociale, notamment l'instrument de protection sociale qu'est la couverture maladie universelle, je ne cesserai de parler aux assujettis. Et en cela, j'ai besoin de votre aide. Parce que... Et c'est ce qu'on fait, monsieur. Gérer la vulnérabilité qu'est la maladie. Beaucoup de cadres fuient les cérémonies collectives. Pourquoi? Parce que quand tu sors pour aller à un baptême, pour aller à un 7e jour, il y a quelqu'un qui t'attend vers ta voiture avec une ordonnance. Mais si cette personne-là est assurée à la couverture maladie universelle, je pense qu'on va moins fuir les regroupements collectifs et puis leur pouvoir d'achat sera valorisé, il aura à dépenser moins pour se soigner bien. Donc, ensemble, menons cette campagne de sensibilisation et d'éducation de nos concitoyens à adhérer massivement et intégralement à la couverture maladie universelle parce que, justement, c'est la solution appropriée pour régler structurellement la question de la maladie auquel chacun d'entre nous ne pourra échapper s'il a envie. C'est ça. Et la Côte d'Ivoire accélère la mise en œuvre de sa politique de protection sociale à travers des dispositifs majeurs comme le RSTI et la couverture maladie universelle. L'objectif, c'est d'intégrer les travailleurs indépendants et garantir un accès plus large aux soins de santé. Sur le terrain, ces réformes commencent à produire des effets visibles, mais les défis d'adhésion et d'application restent importants. Alors, qui bénéficie réellement de ces mécanismes et comment transforment-ils les vies? Réponse dans ce reportage de David Soyo. Pour renforcer le bien-être des populations, la Côte d'Ivoire s'engage pleinement dans sa politique de prévoyance sociale. Les travailleurs indépendants ont désormais droit à une couverture sociale. Le RSTI, régime social des travailleurs indépendants, voit le jour. Ce dispositif lancé officiellement en 2019 fait des heureux. À Anan, village de la commune de Bergerville, Adeline, productrice d'attiqués, expérimente ce mécanisme mis en œuvre par le ministère en charge de la protection sociale à travers la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Depuis 2016, j'ai commencé à faire attiquer. Je tombe malade, mais il n'y a pas les gens pour aller à l'hôpital. Mon mari m'a dit qu'il y a CNPS qui est là, si je fais ça, ça va m'aider beaucoup. Pour qu'il y ait plus de grossesse, il a fait les papiers de ça. Et puis, CNPS m'a appelé pour aller prendre l'argent. Cette nouvelle disposition impacte la vie d'Adeline et de sa famille. Moi, comme ça, je ne travaille pas dans le bureau. Je manioc. La CNPS me prend en charge, je me sens contente, je me sens heureuse. Après le paiement de ses congés de maternité, Adeline sensibilise ses proches à adhérer à ce régime social. Il y a longtemps, nous, on fait la tchéquée. Même quand tu es malade, tu es obligé de travailler pour avoir de l'argent. Parce que nous vivons de ça. Maintenant, aujourd'hui, grâce à ma soeur, avec RSI, nous sommes partantes. On va essayer de partir avec eux, garder quelque chose en cas de maladie, en cas de notre vieillesse. Ils vont nous venir en aide. Adeline n'est pas un cas isolé. À William Civil, ce couturier bénéficie également des avantages de cet outil. En 2024, j'ai été opéré et Dieu merci, la CNPS est venue me tendre la main et m'indemniser. J'ai testé le RST. En tout cas, ils ont donné mon chèque. Mais mon souhait est qu'ils améliorent un peu la paperasse qui est autour de l'indemnisation. Puisque la souscription se fait en ligne, sans déplacement, je souhaiterais que les indemnisations aussi se fassent aussi en ligne, sans déplacement. Quand c'est comme ça, tout le monde gagne. Si Yacouba trouve le processus de remboursement parfois contraignant, ce n'est pas le cas de Dimitri Kouadio. Ça fait pratiquement 3 ans maintenant que j'ai souscrit au régime de travail indépendant. Après un an de cotisation, je suis en activité sur l'autoroute du Nord avec ma moto bien et j'ai eu un accident. J'ai fait une chute et j'ai eu une fracture au poignet.
Donc sur 2 mois, eh bien, j'étais convalescent, donc je ne pouvais pas travailler. Donc je suis allé à la CNPS pour déclarer ça. Et à l'issue de ça, j'ai bénéficié de cette indemnité-là qui m'a permis de survivre pendant ces 2 mois-là, le temps de reprendre mon activité. Dimitri, commercial, adhère en 2023 au régime social des travailleurs indépendants pour une unique raison. Une pension de retraite à vie, vraiment ça m'a séduit. C'est quelque chose de très important pour moi parce que dans mes vieux jours, je ne pourrais plus travailler. Je suis vraiment content de savoir que je pourrais aller à la CNPS et puis bénéficier de quelque chose, une pension de retraite pour pouvoir survivre. Vraiment, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. À ce jour, le régime social des travailleurs indépendants enregistre 1 465 792 adhérents. Le RST, mais aussi la CEMU, couverture maladie universelle, cet autre produit social du gouvernement, gagne du terrain. Il permet aux adhérents de bénéficier de 70% de réduction sur les frais d'hospitalisation, de consultation, de médicaments dans les hôpitaux publics et pharmacies. Et l'une des initiatives qui a révolutionné ce mécanisme, la mise en place des centres in situ. Sur ce site de la commune du Plateau, difficile de rencontrer du monde. La raison, les requérants obtiennent leur carte CEMU en moins de 5 minutes. Je viens à 13h50. Vraiment, c'était bien passé. Je n'ai même pas pris le temps. C'est trop, c'est 5 minutes et puis c'est fini. Je suis venue faire ma carte CEMU. Je suis surprise. On m'avait dit que ça prenait du temps. Il y a d'autres même qui n'y retrouvaient pas leur carte et tout. Jusqu'à présent, ils n'ont pas leur carte. Mais moi, je suis venue faire ma carte et c'est sorti. Pourtant, la procédure à suivre pour se faire enrôler et obtenir sa carte CEMU n'a pas changé. Quand vous rentrez dans le centre, si vous êtes ivoirien, vous devez avoir la pièce d'identité ou le permis ou le passeport. Pour les non-nationaux, c'est la carte consulaire à jour. Face à l'opérateur, il prend vos documents pour vérifier si tout est bon et puis il commence l'enregistrement des données biographiques et puis ensuite biométriques. Et après la prise de photos, vous patientez peut-être 2 à 3 minutes et ensuite on passe à la délivrance des cartes. Du 1er octobre 2019, date du démarrage des prestations de soins au lundi 20 avril 2026, le nombre de personnes enrôlées est à 24 847 844. Régime social des travailleurs indépendants, couverture maladie universelle, de mécanismes sociaux avec un même objectif, assurer la protection et la sécurité sociale des habitants de la Côte d'Ivoire, sans distinction d'ethnie, de religion ni de nationalité. Monsieur le ministre, le régime des travailleurs indépendants cible une population assez difficile à capter, c'est cela? Est-ce que ça fonctionne réellement? C'est vrai que vous êtes à 1 500 000 adhérents aujourd'hui, mais est-ce que ça marche? Oui. Il y en a quelques-uns qui disaient tout à l'heure qu'il faut améliorer certaines étapes, notamment la paperasse, etc., qui tournent autour du RST. Vous savez, nous, par principe, chaque fois que nous sommes allés dans les gares, nous sommes allés dans les marchés, ce que je recommande à mes collaborateurs, je dis mettez vos têtes sur leur poitrine, écoutez le battement de leur cœur, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qui nous a permis, au niveau de la couverture maladie universelle, comme vous l'avez vu dans l'émission, de passer à plusieurs phases. Avant, l'assuré se déplaçait pour venir se faire enrôler, il s'en va pour revenir chercher sa carte, c'était fastidieux. Après avoir écouté le battement de cœur des assurés sociaux, on a créé le système d'enrôlement in situ. Tu te déplaces, tu viens, tu t'enrôles, tu t'en vas. Mais ils nous ont dit, on veut plus. On a fait le plus qu'ils voulaient. On a mis dans les camions le dispositif pour, en itinérance, enrôler les gens. Ils viennent, ils se font enrôler, ils partent avec leur carte. Pour le régime social des travailleurs indépendants, comme l'a dit dans le reportage. Oui, nous sommes les obligés des usagers. Ils parlent de paperasse. Mais oui, on doit supprimer la paperasse à la faveur de la digitalisation. Mais je voudrais vous rappeler que la couverture maladie universelle est la plus grande base biométrique de notre pays. Et la biométrie, on peut faire beaucoup de choses. Les caisseurs travaillent à l'interopérabilité pour que cette préoccupation
d'ici un mois, qui est déjà adressé au niveau de la CNPS. Depuis une semaine, ils ont lancé un système de digitalisation centralisé pour permettre d'apporter les réponses appropriées aux préoccupations du jour. Et je peux vous assurer, d'ici un trimestre, ce sera terminé. Il y a aujourd'hui la monnaie électronique, ils seront payés via la monnaie électronique. Il en va de même pour les usagers de la pension publique. Maintenant, est-ce que ça marche? Humblement, je pense que ça marche, mais ça devrait marcher plus. Pourquoi ça devrait marcher plus? Notre seule limite doit être le ciel. Nous devons tout faire pour que toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, éligibles au régime du RSTI, soient enrôlées. Et je vous l'ai dit, je compte sur vous pour qu'ils s'enrôlent. Je vais vous dire, nous avons entamé un système de communication, de proximité avec eux, qui consiste en quoi? Certains nous disent, oui, mais nous, c'est au jour le jour, on gagne l'argent. On dit, oui, comme tu gagnes l'argent au jour le jour, il faut cotiser au jour le jour. Parce que le système prévu pour collecter les cotisations, ils peuvent cotiser au jour le jour. Justement, on va être pragmatique. Je suis un artisan, je suis un petit commerçant, je me débrouille, je gagne ma vie au jour le jour, justement, pour subvenir à mes besoins quotidiens. Essayez de me convaincre. On va faire l'exercice, je vais vous convaincre. N'oubliez pas que je suis avocat, je vais vous convaincre. Monsieur Diaby, oui, vous êtes un garagiste. Par jour, vous gagnez peut-être 20 000. Mais monsieur Diaby, le RSTI te permet de cotiser au jour le jour. Si tu déclares au titre du RSTI que par mois, tu as un salaire que tu te payes de 300 000, j'ai dit OK. Si les 300 000 que tu as, ta cotisation, c'est 12%. Tu peux payer de façon fractionnée, de façon journalière. Ensuite, je vais t'expliquer, M. Diaby, tu rentres sous les voitures, c'est bien, mais tu peux avoir un accident. Mais quand tu as un accident, tu ne vas pas pouvoir travailler. Mais si tu ne travailles plus, le salaire étant la contrepartie du travail, tu n'auras pas. Mais si tu es enrôlé au RSTI, comme tu es enrôlé et que tu payes tes cotisations au jour le jour ou par mois, ton indisponibilité qui t'empêche de travailler, donc tu ne peux pas avoir l'argent, le RSTI là. Comme tu es enrôlé, tu vas avoir, pendant la période de ton indisponibilité, 50% du salaire que tu as déclaré que tu te payes. Si tu es une femme et que tu es habité par le bonheur que toutes les femmes veulent, avoir un enfant, tu tombes enceinte. 2 mois avant d'aller accoucher, 1 mois après que tu aies accouché, toi, c'est 100% du salaire que tu as déclaré qu'on te paye. Cerise sur le gâteau. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Cerise sur le gâteau. Si tu écoutes le message du gouvernement, celui de s'affilier au régime social des travailleurs indépendants, ce qu'on envie chez le fonctionnaire et agent de l'État de Côte d'Ivoire, on dit son travail est sécurisé, il a une pension quand il va à la retraite. Toi, qui as écouté ce qu'on t'a dit, si tu cotises pendant 10 ans, quand tu auras 60 ans, tu auras une pension à vie. Et si tu décèdes, ta femme et tes enfants mineurs sont éligibles à la réversion à hauteur de 50% de la pension qui t'est payée. Mais ça, aidez-nous à expliquer ça à nos populations. Parce que la vulnérabilité qu'on essaie de traiter, c'est une vulnérabilité, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, tant qu'on en vit. C'est ça. On ne va pas y échapper. Je pensais que le ministre avait oublié la question, mais il y a répondu avec finesse. Comment il a fait? Quel est son secret? Écouter les battements de cœur. Ce n'est pas mon seul secret, c'est avec tous mes collaborateurs. Voilà, donc la réponse est venue, elle a été différée. Maintenant, il y a 24 millions et il y a une estimation de 6 millions pour RSTI. On est à 1,6 million. C'est vrai, ce n'est pas un échec, c'est intéressant, mais sur 30 millions d'habitants, on a 24 millions d'enrôlés à la CEMU. Est-ce que dans le croisement, sur quelle base on a profilé qu'il y a 6 millions de travailleurs indépendants? Est-ce que déjà dans les 24 millions d'enrôlés à la CEMU, ils ne sont pas déjà dedans? Comment les identifier, les sorties et puis
éventuellement créer des passerelles et des facilités pour l'enrôlement RSTI avant de les amener à la cotisation, parce que la CEMU, on se fait enrôler, on cotise après. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités à créer pour cette passerelle par rapport à la base de données dont vous disposez? Nous, on a un slogan au ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Nous sommes preneurs de tout ce qui peut nous aider à améliorer l'exécution de la mission qui nous a été confiée par le président de la République. Donc, je suis preneur de cette proposition que vous me faites sur le plateau. Mais je voudrais vous rassurer, sur le quantitatif, on ne va pas rentrer dans la guerre des chiffres. En Côte d'Ivoire, on dit souvent le secteur informel, c'est 8 millions. On dit souvent c'est 6 millions. Nous, on est parti sur une quantification pessimiste. Voilà, pessimiste en se disant, bon, on va travailler sur 6 millions en tout état de cause. Comme je l'ai dit, nous devons tous œuvrer pour faire en sorte que cette puissante chaîne de solidarité au niveau du régime de base. Mais nous devons tout faire pour que tous les travailleurs du secteur informel. Mais au passage, je peux m'autoriser à vous dire que ces travailleurs qu'on qualifie d'informels, ils ne sont pas aussi informels que ça. Ils sont connus pour chacun d'une de nos administrations. Et sur ça, nous travaillons en collaboration avec notre collègue de l'Intérieur et notre collègue de l'Industrie et du Commerce. Je ne vous en dirai pas plus. Et nous sommes très actifs et sous peu, vous verrez le résultat. Et les bases de données vont se parler. Je vous ai dit, la couverture maladie universelle, c'est la plus grande base de données biométriques de notre pays. D'accord. Avec la biométrie, on peut tout faire. Avec la biométrie, on peut faire beaucoup de choses. Avec la biométrie, chacun d'entre nous a une biométrie unique. Il naît, il vit, il meurt avec sa biométrie. La culture de l'anticipation, Monsieur le ministre, la culture de la prévoyance, ça reste faible dans nos sociétés. Est-ce que ce n'est pas un frein majeur à votre action? Bon, je suis un peu dubitatif. Vous savez, dans notre pays, on peut reprocher tout à toutes ces personnalités qui ont exercé le pouvoir d'État de n'avoir pas voulu faire ce qui est en train d'être fait au niveau de la couverture maladie universelle, au niveau du régime social des travailleurs indépendants, au niveau de la complémentaire, même le régime de base. Tous ont voulu adresser structurellement des vulnérabilités auxquelles leur population peuvent être confrontées. Le président Houphouët-Boigny l'a voulu. Et dans nos travaux, nous sommes tombés sur des anciens qui nous ont dit que du temps du président Houphouët-Boigny, lorsque le président Ouattara était son premier ministre, il avait instruit de régler cette question-là. Ça n'a pas été fait, le président est parti. Le président Bédié est arrivé. Il était à la tête de ce pays. Il a mis sur pied un comité. On a rencontré ceux qui ont travaillé dans le cadre de ce comité-là. Le comité n'a pas pu avancer. Le président Gbagbo est arrivé. Tout le monde sait, l'AMU. Il y a une loi. Comme disent les juristes, un droit qui ne s'exerce pas, c'est tiol. La couverture maladie universelle version AMU n'a pas pu être mise en œuvre, donc elle s'est étiolée. Et le président Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est en 2014 que la loi sur la couverture maladie universelle a été adoptée. Le tableau tel que présenté, est-ce qu'on peut suspecter l'un d'entre eux de n'avoir pas voulu faire ça? Ce n'est pas facile, hein, Hamza? Quand la loi a été votée, on est passé par la mise en place des organes. Après la mise en place des organes, la phase expérimentale avec les étudiants, la phase de la généralisation progressive jusqu'à la généralisation. On peut penser que c'est lent, mais moi qui ai travaillé sur le sujet et qui ai fait beaucoup de benchmarks, je vous assure que le cas de la Côte d'Ivoire fait école.
Nous sommes dans une association qu'on appelle la CIPRES, la Conférence interafricaine de protection sociale. Et nous sommes les premiers de la classe. Pendant que nous, légitimement, nos populations sont en train de se plaindre que ceux que vous avez dit on doit avoir là, ça traîne. Il y en a qui ont goûté. Hein? C'est ceux qui ont goûté qui vont leur dire moi je suis allé, ça a marché. Leur plainte est légitime. Mais je peux les assurer sur ce plateau que autant leur plainte est légitime, autant nous sommes constamment instruits par notre hiérarchie de faire en sorte que cette plainte légitime soit raccourcie. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle, chez nous, au ministère de l'Emploi, la protection sociale et de la formation professionnelle, notre slogan, c'est de dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que le soleil brille de mille feux. Nous allons écumer partout où nous devons aller pour que ces instruments de protection sociale-là, non seulement les populations s'y approprient, mais que ces instruments de protection sociale-là apportent le bénéfice salvateur qu'il doit leur apporter. Et je compte sur vous pour nous aider à cela. Si, avec plaisir. C'est d'ailleurs ce que nous faisons ce soir. La couverture maladie universelle, Monsieur le ministre, reste quand même critiquée. Critiquée ou mal comprise. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent, qui doutent de son efficacité? Écoutez, ceux qui encore doutent de son efficacité, je leur dis de prendre le temps. Comme disent les chanteurs de Zouglou dans notre pays, conseil, conseille pas, c'est conséquence de conseil qui conseille. Et je vous ai dit, ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui n'ont pas goûté aux délices de la couverture maladie universelle. Ceux qui ont goûté aux délices de la couverture maladie universelle, je les invite à faire un témoignage citoyen. Dire à ceux qui sont encore réticents que vous avez tort d'être réticents. Pourquoi devrait-on s'enrôler aujourd'hui? Dites-nous, pour ceux qui ne sont pas encore enrôlés. Si vous n'êtes pas enrôlé à la couverture maladie universelle et que vous ne payez pas vos cotisations, mais si vous tombez malade, vous n'êtes pas couvert. Quand vous allez à l'hôpital, celui qui est enrôlé à la couverture maladie universelle, parce qu'ayant payé à date ses cotisations mensuelles, mais lui, quand il va aller, le tarif affiché, c'est 30% il paye pour la consultation. C'est 30% il paye pour les examens. C'est 30% il paye quand il est hospitalisé. C'est 30% il paye quand il va à la pharmacie pour payer ses médicaments. Mais toi, qui n'as pas écouté ce que le gouvernement t'a demandé de faire, tu paieras 100%. Est-ce que ceux qui hésitent à venir ne sont peut-être pas ceux qui bénéficient d'assurances privées? Voilà, peut-être. Mais vous ne pouvez pas avoir une assurance complémentaire privée si vous n'avez pas souscrit préalablement à la couverture maladie universelle, qui est le régime de base. C'est le régime de la solidarité. C'est le régime où celui qui est malade, celui qui n'est pas malade cotise. Celui qui travaille, celui qui ne travaille pas cotise. Celui qui est ministre, celui qui est directeur, celui qui est chef de service cotise. C'est l'expression assumée de la solidarité. C'est ça. Alain Kélé. Justement, Monsieur le ministre, moi, par rapport à la digitalisation et au croisement des bases de données, effectivement, l'obligation, le préalable a été imposé, la souscription à une assurance classique ancienne et puis à la CMU. Mais on a toujours deux cartes. Et on a aussi lu qu'il y a un pays qui a renforcé sa carte d'identité qui permet de faire tout, y compris des paiements. Est-ce que vous envisagez également, dans le croisement des bases de données et de l'interpénétrabilité avec les assurances privées, d'arriver à une carte unique pour faciliter les prestations? Parce qu'aujourd'hui, quand on part dans les centres de santé, même souvent publics, c'est les cartes privées qui sortent, alors que l'on a la CMU, elle n'est pas encore prisée. Et comme il a dit, ceux qui ont encore des assurances anciennes et classiques continuent de les mettre en avant, même lorsqu'ils ont accès à la CMU. Écoutez, M. Alafé, je suis tenté de vous dire que la CMU est victime de son succès. Toutes ces compagnies d'assurance, plus qu'elles, savent qu'avant de faire souscrire à leurs clients
une assurance complémentaire, il faut qu'ils rapportent la preuve qu'ils sont affiliés à la couverture maladie universelle. On va faire un exercice simple pour faciliter la compréhension à nos populations. Le parcours de soins de la couverture maladie universelle, ce sont les établissements sanitaires publics. Mais celui qui va souscrire à une complémentaire et qui a la couverture maladie universelle, prenons ceux qui ont des plantations industrielles. Prenons des travailleurs qui sont envoyés à l'intérieur pour travailler. Mais quand il est à l'intérieur, quand il est malade, il va où? Hôpitaux publics, il y a moins de cliniques là-bas. Voilà. Il va dans les hôpitaux publics. Il est soigné là-bas. C'est en ce moment-là qu'il découvre que notre système de santé est performant. Et les maladies pour lesquelles il va dans l'hôpital public, qui sont dans le panier de soins de la couverture maladie universelle, et pour lesquelles il faut payer simplement 1000 francs. Ces maladies-là sont soustraites de son assurance complémentaire. Parce que le régime de base, si tu as mal à la dent, si tu as une plaie, mais la CMU prend ça en charge. Si tu as l'hypertension, la CMU prend ça en charge. Si tu as le diabète, la CMU prend ça en charge. Donc, ce que nous devons faire, c'est continuellement sensibiliser nos braves populations à adhérer à la couverture maladie universelle. Les pathologies qui sont dans le panier de soins de la couverture maladie universelle sont larges. Ça a été étudié en fonction des maladies usuelles auxquelles ils peuvent être confrontés. D'accord. Et tous ceux qui ont adhéré ont reçu leur carte à ce jour, Monsieur le ministre? Tous n'ont pas encore reçu leur carte. C'est le défi sur lequel... Qu'est-ce qui bloque? Je vais vous expliquer. Je vous explique qu'avant, on avait un système d'enrôlement qui, malheureusement, ne permettait pas aux assurés d'avoir in situ leur carte et partir avec. On a eu un lot comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on a embauché des collaborateurs. La CNAM a embauché des collaborateurs et on a mis un call center pour les appeler pour qu'ils viennent chercher leur carte. Vous savez, on a ceci de particulier dans notre pays. Quand la chose est curable, assez souvent les gens ne viennent pas. Ils veulent rendre ça portable. Donc on travaille à réduire ce nombre de personnes, mais je vous rassure, le dispositif qu'on a mis sur pied, que vous ayez physiquement votre carte CMU, que vous ne l'ayez pas, puisque votre biométrie est dans notre base de données, quand vous allez à l'hôpital, l'agent CMU, au passage, que je félicite pour tous les efforts qu'ils font, et leur dit que nous ne les avons pas oubliés, on travaille âprement sur leur demande. Il a en sa possession un terminal. Et à partir du terminal, quand vous apposez un de vos droits, on vous retrouve dans la base de données si votre enrôlement a été fait correctement. Après, on peut vous donner automatiquement votre carte. Donc, cette préoccupation de la détention physique et la non-détention de la carte n'est pas un obstacle à l'accès aux soins. On l'a expérimenté. On observe de nombreuses activités de terrain, des campagnes de sensibilisation, des caravanes sociales que vous organisez presque tout le temps, en tout cas votre ministère. Vos actions, est-ce qu'elles ont un impact réel, vous pensez? Est-ce qu'elles ont un impact réel et mesurable sur le terrain? Vous savez, M. Hamza, la sociologie de notre pays, comme je l'ai indiqué à mes collaborateurs, commande que nous fassions une communication qui tienne compte de notre sociogramme. Et je vais vous donner des exemples simples. Quand vous allez en pays Agni, la manière de rentrer n'est pas la même que quand vous allez chez moi au Guinée. Ce n'est pas non plus la même que quand vous allez à Korogo. Ce n'est pas la même que quand vous allez dans la Niébitiassa. C'est pour tenir compte de ce sociogramme exigeant que nous avons bâti la ronde du social, que nous avons bâti CMU Village, que nous avons bâti les rondes itinérantes. Vous savez, on a 3 instruments, comme je vous dis toujours. Avant de faire nos actions terrain pour la complémentaire,
Mais on ne va pas comme ça sur le terrain. Notre population cible, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État. Ils ont un tuteur. C'est Madame la ministre d'État, chargée de la fonction publique. On s'adresse à la direction de la solde, qui connaît, dans le ressort territorial où on s'en va, le nombre de fonctionnaires qu'il y a. Et après, on vérifie avec la SEGRAE, voici la liste des fonctionnaires qui travaillent dans ce ressort territorial. Combien ont souscrit à la complémentaire, combien n'ont pas souscrit. Bon, je suis en train de vous donner notre secret. Et en ce moment-là, on fait un travail au corps, avec l'aide du corps préfectoral, qui au passage, je remercie et à qui j'exprime ma reconnaissance et mon infinie gratitude. C'est comme ça qu'on touche les personnes. Quand nous devons aller pour le compte du RSTI, qui touche une certaine catégorie de population, on s'adresse également à ceux qui détiennent les informations sur les travailleurs du secteur informel, les centrales syndicales. Pour la CMU, qui s'adresse à tout le monde, on va sur le site du ministère du Plan pour voir les chiffres du recensement général de la population. Si je vais à Boaké, la zone que je veux couvrir, il y a combien de populations qui habitent là-bas? Quand je connais cette quantification, je déploie mon dispositif que j'adapte au volume que je veux aller capter. Tout ça pour vous dire quoi? C'est réfléchi, c'est organisé. Et sur la base de cette organisation-là, nous faisons des progressions. Et je peux vous assurer, chaque fois que nous sommes partis d'une ville, qu'est-ce qui s'est passé? Les agences qui sont dans ces régions-là, mais sont pris d'assaut pour la couverture maladie universelle, pour le régime social des travailleurs indépendants et pour la complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Donc, M. Hamza, je peux vous rassurer qu'on ne sort pas comme ça. On prépare notre sortie pour avoir de meilleurs résultats. À la fin, Wakili. Monsieur le ministre, si vous deviez reconnaître une faiblesse, justement, ce que vous dites, malgré les efforts, une faiblesse ou un handicap dans tout ce schéma-là, ce serait quoi? Ce qui n'a pas encore marché, ce qui doit être fait. Non, au niveau de la couverture maladie universelle, comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Vraiment, il faut qu'on s'accorde d'un certain processus. Et la couverture maladie universelle, nous ne sommes pas les premiers à faire ça. Hein. Ça a été fait dans les pays où chacun d'entre nous va constamment, en France, dans les pays européens. Mais est-ce que vous pensez que dans les pays européens, ils ont enrôlé leur population en 3 ans? Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait en sorte que l'accès aux soins et aux médicaments ait lieu en moins de 3 ans? Non, ce sont des décennies. D'accord, monsieur le ministre. Nous, ici, on n'est pas encore à une décennie. Donc, travaillons. Je ne dis pas que le résultat que nous avons est suffisant, non. Bien au contraire. Je dis que face à ce résultat que nous avons réalisé, on doit pouvoir faire mieux. C'est ça. Mais pour faire mieux, j'ai besoin de vous. N'oubliez pas la complexité de notre pays. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est humain. Avant le président de la République, les autres présidents ont voulu faire ce qu'il est en train de faire. D'accord. Il y a eu la mesure exceptionnelle de 0 cotisation, monsieur le ministre, qui a permis une hausse significative du recours des soins, mais elle a aussi entraîné une baisse du recouvrement, monsieur le ministre. Je vous ai dit que la CMU 0 cotisation, c'était goûter pouvoir. Et je peux vous rassurer, oui, certains ont continué à cotiser. Et en lien avec la Banque mondiale qui nous avait soutenus, on a demandé que ceux qui ont cotisé, que ces cotisations soient reportées comme avoir pour elles. Et ceux qui n'avaient pas cotisé, bon, écoutez, il a pris une mauvaise habitude, mais au moins, il a compris que ce n'était pas l'Arlésienne, comme je vous l'ai dit, et que le dispositif mis en marche, si vous tombez malade, que vous allez à l'hôpital, vous êtes pris en charge et ça ne vous coûte pas grand-chose. Donc, il y a des dispositions qui ont été prises, il y a un décret qui a été signé pour autoriser le prélèvement des cotisations sociales au titre de la couverture maladie universelle à la source. Nous sommes en train de travailler à la suite des travaux que nous avons faits pour prendre un arrêté interministériel avec le ministre de l'Intérieur
qui a un rôle central parce qu'il y a la taxe d'apprentissage. Bon, c'est par là qu'on va passer pour pouvoir récupérer les cotisations sociales de ces travailleurs du secteur informel. Au-delà des sensibilisations, quels sont les mécanismes de contrôle que vous avez mis en place pour lutter efficacement contre la non-déclaration des travailleurs? Bon, d'abord, les textes en vigueur permettent de faire en sorte que cette irrégularité-là ne survienne pas. Mais on parle de deux types de pensions. Il y a la pension publique et la pension privée. La pension publique, le risque est zéro, parce qu'ils sont prélevés à la solde. À la source. Au niveau du secteur privé, il y a le secteur privé formel. Eux, le risque est moindre. Qu'est-ce que le travailleur doit faire? Et je ne cesse de le dire. L'employeur, quand il crée sa société, il doit la déclarer à la CNPS et la CNPS lui donne un numéro de compte contribuable. Mais à plus de déclarer sa société, il doit déclarer tous les travailleurs qui travaillent dans sa société. Et quand il les déclare, la CNPS attribue un numéro CNPS à chaque travailleur. Et l'employeur a l'obligation. Le numéro CNPS de chaque employeur, de chaque travailleur qui lui a été communiqué, de notifier à chaque travailleur son numéro CNPS. Il y a une seule chose que le travailleur doit faire pour préserver ses droits qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Il doit s'assurer que le numéro que son employeur lui a communiqué comme étant son numéro CNPS a effectivement été généré par la CNPS. En le faisant, c'est la garantie ultime qu'il a. Et toutes les dispositions existent pour qu'il le fasse aussi bien en présentiel, en allant dans une agence CNPS, que par voie électronique, ou même encore le délégué du personnel dans la société pour entreprendre la démarche auprès de l'employeur pour dire mais le numéro que tu m'as donné là, il est vrai, il n'est pas vrai. S'il n'est pas vrai, changeons-le. Et en le faisant, non, c'est important, M. Diaby, en le faisant, le travailleur est sécurisé. Pourquoi? Parce que le tiers convenu, qui est l'institution de prévoyance sociale, il a beaucoup d'avantages. Parce que les cotisations qu'il collecte, ce sont ces cotisations-là qui gèrent pour faire face aux prestations, notamment payer la pension de retraite. C'est la CNPS qui doit veiller à ce que le travailleur à qui il a donné un numéro de compte contribuable, qu'il a vérifié qu'il est conforme, il doit veiller à ce que l'employeur, à date, paye ses cotisations. Si l'employeur ne le fait pas, il a des possibilités que la loi lui offre. Il en va de même pour les cotisations au titre de la couverture maladie universelle. Ou là-bas, c'est encore plus avantageux pour la caisse, la CNAM. La loi permet à la CNAM de pouvoir émettre, comme les impôts, un avis à tiers détenteur pour saisir les comptes de l'employeur qui ne paye pas les cotisations. D'accord. Parce qu'ils ne les ont pas recouvrées au titre de la part patronale et au titre de la part employée. Merci, Monsieur le ministre. La protection sociale est aujourd'hui au centre des attentes des populations en Côte d'Ivoire. Au-delà des réformes et des dispositifs mis en place, ce sont les citoyens eux-mêmes qui en mesurent les impacts au quotidien. Dans les rues, les avis sont parfois enthousiastes, parfois critiques, mais toujours révélateurs des besoins réels. Alors, qu'attendent concrètement les Ivoiriens du ministère de la Protection sociale? Réponse donc dans ce micro-trottoir. Nous attendons surtout des actions concrètes, renforcer l'accès à la CMU, d'aider davantage les personnes les plus vulnérables et d'accompagner les personnes en situation de handicap ou victimes d'accidents de travail. En Côte d'Ivoire, il y a déjà une réglementation pour les personnes en situation de handicap. Le problème, c'est de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les textes qu'ils ont mis en place. C'est l'applicabilité des textes. Les personnes accidentées de travail, il faut essayer de regarder pour voir dans quelles circonstances ces personnes peuvent être prises en charge correctement, en règle avec les lois qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'on prenne en charge les enfants en situation de handicap intellectuel, c'est-à-dire avec une déficience intellectuelle, de la même manière qu'on prend ceux qui sont handicapés physiques. Il faut qu'eux aussi aient une place dans la société, parce que ces enfants-là, ils ont des talents.
Au niveau du ministère de la Protection sociale, nous attendons un véritable programme qui va prendre en compte tous les aspects de la sécurité sociale. En dehors des filets sociaux, il faut permettre à chaque foyer qui est dans une situation soit de précarité, d'être plus autonome. Ce que j'attends du ministère, c'est de mettre en place une allocation chômage afin de prendre en charge les diplômés chômeurs et leur permettre une insertion professionnelle. De plus, s'intéresser aux personnes qui ont perdu leur emploi, de trouver de quoi les insérer. Monsieur le ministre, ils sont nombreux, ces travailleurs-là qui arrivent aujourd'hui à la retraite sans ressources suffisantes pour vivre dignement. Comment vous comptez remédier durablement à cet état de fait? Merci, Monsieur Diaby. Bon, il faut faire la distinction entre le travailleur qui a cotisé et le travailleur qui n'a pas cotisé. Le travailleur qui a cotisé, comme je vous l'ai dit, sous le régime du président Alassane Ouattara, il n'a rien à voir avec le travailleur des régimes précédents. Celui qui a cotisé, avec la santé financière des caisses, son cœur ne bat pas. À la fin du mois, il a sa pension de retraite. Mais mieux, on lui donne une prime. On est passé de 1 tiers à 2 tiers. Certaines pensions sont défiscalisées. Il a la possibilité aujourd'hui d'adresser une préoccupation que tous les retraités ont, comment me soigner. Il y a la couverture maladie universelle, où le panier de soins a été adapté, comme je vous l'ai dit, à des maladies chroniques qui, même si aujourd'hui la jeunesse connaît l'hypertension artérielle et le diabète, c'était des maladies qui étaient présentées comme maladies des personnes du 3e âge. Donc, le retraité qui a cotisé là, c'est notre ami pour la vulgarisation. Et ça, je vais vous le dire pourquoi. Mais le retraité qui n'a pas cotisé, n'oubliez pas que nous sommes dans le pays où le président s'appelle Alassane Ouattara, qui a décrété que personne ne doit rester de côté. Vous avez entendu? Celui qui n'a pas cotisé, nécessairement, il est en situation d'extrême précarité. C'est ça. Il peut bénéficier des filets sociaux. Mieux, la prise en charge du risque maladie à son profit existe. Parce que dans notre système de CMU, il y a la CMU contributive et la non contributive qui est caractérisée par le régime d'assistance médicale où l'État de Côte d'Ivoire se substitue à l'assuré pour payer sa cotisation et le ticket modérateur s'il tombe malade. Donc ce travailleur-là, à la différence des travailleurs de certaines contrées, il n'est pas laissé pour compte. Il n'est pas laissé pour compte. Monsieur le ministre, on a parlé de protection sociale, on a parlé aussi des travailleurs publics, privés. On devrait aussi parler de formation professionnelle qui fait désormais partie de vos attributions. Quelles sont les interactions entre l'emploi, la protection sociale et désormais la formation professionnelle? Bon, comme je viens d'arriver, je n'ai pas encore bien déposé mes bagages, mais je peux vous dire que la formation professionnelle couplée à l'emploi, c'est le bonheur pour notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, une des préoccupations, c'est de dire quand l'enfant va à l'école, il ne faut pas qu'il devienne un chômeur. Quand l'enfant va à l'école, il faut qu'il soit intégrable immédiatement dans un emploi. Mais la formation professionnelle, ce n'est rien d'autre que former quelqu'un pour accéder à un emploi. Donc nous allons nous employer et au moment opportun, je viendrai également sur votre plateau pour vous expliquer quelles sont les actions qu'on mène pour que la formation... Et votre vision pour ce secteur-là? Non, la vision du président de la République que je mets en œuvre. Que vous mettez en œuvre, d'accord. Nous sommes en train de terminer cette émission. On va revenir à la protection sociale qui est le thème de cette émission ce soir. La protection sociale qui repose aussi sur une responsabilité individuelle et collective. Quels conseils pratiques, monsieur le ministre, vous pouvez donner aujourd'hui aux travailleurs pour mieux se protéger et aux employeurs pour respecter leurs obligations?
Oui, la protection sociale appelle à une responsabilité collective qui est caractérisée par le régime de solidarité, le régime de base. Donc, qu'est-ce que je dis à tous ceux qui sont éligibles à ce régime-là? Affiliez-vous, payez vos cotisations. Pour les travailleurs, je leur dis, ne demandez pas à votre employeur de ne pas prélever la part que vous devez payer. Parce que, en l'état actuel des textes, cela n'est pas possible pour les travailleurs du secteur public. Oui. Mais au privé, le taux de cotisation, c'est 14%. Et les 14%, c'est 55% payé par l'employeur et 45% par l'employé. Mais quand vous dites à votre employeur, non, ne prélève pas les 45% sur moi, mais vous lui faites économiser 55%. Mais le risque auquel vous n'allez pas échapper, dont la date de survenance est connue, c'est quand tu vas avoir 60 ans. Quand tu auras 60 ans... 60, 65... Non, privé c'est 60. Ah, le privé. Quand tu auras 60 ans, ce que tu as fait que tu ne devrais pas faire, mais ça va te rattraper, la précarité. Monsieur le ministre, on va terminer, mais on va encore faire un tour chez Bienvenue Kwao, qui a recueilli quelques questions. Elle va peut-être en poser une ou deux. Bienvenue Kwao, vous avez la parole. J'ai une seule question, elle est de Mohamed Lamine, il nous a joint de Bouaké. Sa question, pourquoi la couverture maladie universelle n'offre pas une prise en charge à 200% et que prévoient les autorités pour les personnes vraiment démunies ne pouvant pas s'acquitter de leurs cotisations mensuelles? Ça, c'est la question par téléphone. Et puis, j'en prends une ici. Monsieur le ministre, je pense que dans certains centres de santé, il y a encore un manque de sensibilisation, car lorsqu'un malade se rend à l'hôpital avec sa carte CEMU, il est difficile pour lui d'être traité aussi vite. Quels sont les mécanismes mis en place pour accélérer ces différentes étapes? Merci, monsieur Diaby. La première question, je vous l'ai dit tantôt, la CMU, c'est deux variantes. Il y a le volet contributif et le volet non contributif. Le volet non contributif, ce n'est rien d'autre que la générosité de l'État. L'État a prévu pour ses citoyens ivoiriens, en situation d'extrême pauvreté, d'être pris en charge dans le cadre du régime d'assistance médicale, qui est un régime où c'est l'État qui se substitue à l'assuré pour payer sa cotisation mensuelle de 1 000 francs et le ticket modérateur de 30% en cas de survenance du risque maladie. Donc je voudrais rassurer madame que toute personne en situation d'extrême pauvreté, sa prise en charge est organisée par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Deuxième question. La deuxième question... Monsieur le ministre, dans certains centres de santé, il y a encore un manque de sensibilisation, car lorsqu'un malade se rend à l'hôpital avec sa carte, il est difficile pour lui d'être traité aussi vite. Quels sont les mécanismes mis en place pour accélérer les différents? Oui, il y a des difficultés comme ça qui, avec le ministre en charge de la Santé, nous employons constamment. Chaque fois que ces difficultés nous sont remontées, nous employons pour apporter une solution à la satisfaction des usagers. Merci, monsieur le ministre. Alafé Wakili, on va dire au revoir, monsieur le ministre. Oui, je peux demander en termes de perspective pour quelle est la suite pour la CMU, pour la retraite et pour les travailleurs. Et vous allez terminer sur ça, monsieur le ministre. Écoutez, la suite pour ces 3 instruments de protection sociale, nous devons continuer à être à la disposition des usagers, communiquer, éduquer. Ça nécessite persévérance, ça nécessite endurance, ça nécessite le renouvellement de la collaboration que nous avons eue avec les hommes de presse, avec les influenceurs, avec les artistes, qui, contrairement à ce que les gens peuvent penser, cette interaction dynamique nous a permis d'atteindre des sommets où nous sommes. Mais nous devons aller plus. Nous devons tous, d'ici 1 an, 2 ans, dire qu'en Côte d'Ivoire, on a des polypensionnés, c'est-à-dire le travailleur du secteur public, le travailleur du secteur privé, il a une pension au titre du régime de base, il a une pension au titre de la complémentaire. Le travailleur, tout court, doit tous être couverts au titre de sa vulnérabilité maladie par la couverture maladie universelle. C'est un engagement que nous devons tous prendre parce qu'il s'agit de social. Il s'agit par excellence
de la prise en charge structurelle de vulnérabilités auxquelles chacun d'entre nous, s'il en vit, n'échappera pas. Donc c'est une action collective que nous devons mener. Et j'insiste, je compte sur vous pour que cette action collective, nous la menions ensemble. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Mais je ne serai parti sans exprimer mon infinie gratitude et reconnaissance. On a pour habitude de dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui pour améliorer la vie des humains a été possible par le président de la République. Au président de la République, je voudrais ajouter mes prédécesseurs au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui ont été les premiers soldats de la protection sociale du président de la République, qui ont fait adopter les textes que nous voulons vulgariser aujourd'hui. Je pense au représentant spécial du président de la République, Gilbert Kafana Koné, je pense au ministre Dosso Moussa, je pense au ministre Jean-Claude Kouassi, je pense au ministre Abina. Mais en plus, je voudrais également exprimer ma reconnaissance à mes collaborateurs. Ça n'a pas toujours été facile. De nuit comme de jour, ils ont écumé les places que nous devions arpenter pour pouvoir convaincre nos assurés d'adhérer à la couverture maladie universelle. Je voudrais aussi dire merci à nos partenaires sociaux, les centrales syndicales, le patronat, les partenaires financiers de notre pays, singulièrement la Banque mondiale. La Banque mondiale qui, par son soutien, qui, par sa présence à nos côtés, a crédibilisé la couverture maladie universelle. Enfin, j'ai déjà parlé des hommes de presse, des influenceurs, des artistes, mais enfin, nos vaillants retraités. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je voudrais, à l'instar de notre hymne national, dire à nos retraités que le devoir nouveau les appelle. Celui de vous venir expliquer à ceux qui vivent la situation qu'eux, ils ont vécue, mais qui ne connaissent pas la situation qu'ils vivent. Et cette explication permettra, j'en suis certain, à nos vaillants travailleurs de pouvoir avoir une oreille attentive pour adhérer pleinement et entièrement à ces instruments de protection sociale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au fond, la protection sociale est bien plus qu'un dispositif technique. Ce n'est pas un luxe, c'est un contrat moral, un engagement, un pacte même entre l'État et ses citoyens pour garantir dignité et sécurité. Merci à l'ensemble de votre cabinet, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, vos collaborateurs qui ont effectué le déplacement. Salutations particulières à Hermine Kos, votre directrice communication. Pour ça, franche collaboration avec l'équipe de RTI 1 reçoit. Ma belle et dynamique équipe toujours d'attaque. Bonsoir à tous et à mardi prochain.